Hello tout le monde, c'est Maïlik pour les Riders of the Milky Way. On a prévu de partir en Amérique du Sud pendant 6 mois à faire les Andes et de l'astrophotographie. Et dans ce cadre-là, on a décidé d'interviewer Michel Mayor. Alors je vous laisse avec son interview. Bon, Michel Mayor, astrophysicien, par rapport à votre projet, grand amateur de l'Amérique latine, du Chili en particulier, à force de, je sais pas, 40 ans de voyage fréquent là-bas, c'est un pays que j'aime, enfin, et même plus général, l'Amérique latine. Alors bon, moi, pourquoi on parle de moi dans certains cas? Eh bien, c'est parce que je suis associé à la découverte de la première planète extrasolaire, donc une planète qui tourne autour d'une autre étoile. Ça s'est fait il y a 25 ans. Il y avait longtemps que les gens imaginaient qu'il devait y avoir d'autres planètes. Il fallait encore les découvrir. Elles sont petites, hein, les planètes, par rapport aux étoiles. Donc, ce n'était pas si facile que ça. D'où le fait que ça s'est fait qu'il y a 25 ans. Et puis depuis lors, maintenant, c'est un business. Plus de 4000 planètes maintenant qui ont été découvertes. Parmi les 4000 planètes, combien en avez-vous découvert? Écoutez, je sais pas. Au début, on comptait. Hein. Au début, on comptait. Puis après, ça s'est compliqué parce que souvent, on avait quelques mesures qui venaient d'un observatoire, puis nous les nôtres. Alors, je dirais quelques centaines, mais combien, je ne peux pas dire. Voilà. Que mesure-t-on dans les grands observatoires du Chili? Bon, ces grands instruments du Chili, c'est des observatoires multi-intérêts. C'est-à-dire que c'est pas. Il y a des fois une manip qui est faite pour une chose, mais d'une manière générale, c'est un outil qui est à disposition de tous les astronomes qui ont des bonnes idées, quoi. Il y a par exemple la cosmologie, hein, l'évolution de l'univers commun à tout, c'est-à-dire trouver les galaxies les plus lointaines, regarder quel était le pourcentage d'éléments chimiques lourds dans ces objets très anciens, s'il y a des trous noirs au centre de ces galaxies, toute l'histoire de l'univers quand on remonte, voilà. Quels sont les sujets les plus étudiés en astrophysique? Par exemple, ces trous noirs qui se trouvent au centre des galaxies, est-ce qu'ils sont nés, je dirais, avant les galaxies, et puis la galaxie s'est formée après, puis s'est formée autour, ou est-ce que c'est un phénomène évolutif de la galaxie elle-même qui a créé le trou noir? Puis d'un autre côté, on sait que l'essentiel de la masse est manquante dans l'univers, c'est-à-dire qu'on a la preuve directe que la masse qu'on observe dans la galaxie, dans l'univers, ne rend pas compte des mouvements qu'on observe dans l'univers. Il y a une masse cachée. Et on ne sait pas sous quelle forme. Hein. C'est pas baryonique. Hein. C'est pas simplement des atomes qu'on cache. Hein. C'est plus fondamental que ça. Il manque l'essentiel de la masse. On ne sait pas ce que c'est. Il y a 20 ans à peu près, les gens mesurent la vitesse due à l'expansion. Et ils s'aperçoivent que l'expansion s'accélère. Complètement aberrant. Complètement aberrant. C'est comme si vous lancez un caillou et puis vous voyez, poup, il va plus loin. Voilà. Et donc, ça, c'est le problème de l'énergie noire. Et puis, à part ça, bon, j'ai quand même tiré un tout petit peu la couverture à moi. Il y a le problème de la vie dans l'univers. Hein. Est-ce qu'il y a de la vie ou pas dans l'univers? Le problème maintenant, est-ce qu'on a les outils pour répondre à une telle question? Et puis, je serais tenté de dire oui. On peut développer des instruments qui permettent de répondre à cette question. Je ne dis pas demain, hein, ça peut prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. C'est un peu compliqué, mais je pense oui. Quelles sont les difficultés liées à l'observation du ciel nocturne? Bon, alors forcément, il y a une limite, c'est l'argent. À part ça, je dirais que c'est. Oui, moi, je pense que les bonnes idées, que les gens ont les limitations, c'est que les gens arrivent avec des bonnes idées. On a un peu de limite finalement. Moi, je vois pas, non. Et puis, l'argument de l'argent et des missions, finalement, c'est un argument qui n'agit que sur l'échelle de temps. C'est-à-dire que si les idées sont géniales, sont très bonnes, alors peut-être qu'ils vont se faire repousser à certaines en première distribution au choix, puis ils vont reproposer leur projet quelques années après, puis une fois ou l'autre, il sera pris, quoi. Pourquoi le ciel chilien est-il considéré comme le plus propice à l'observation du ciel nocturne? Bon, la particularité du ciel chilien, c'est on bénéficie du courant froid de Humboldt qui stratifie l'air, qui crée presque un brouillard côtier permanent au-dessus du Pacifique, et derrière, il fait beau. Et alors, pour les astronomes, il fait beau,
comme il y a ce gradient de température qui est fort, ça stabilise énormément l'air. Si on monte un peu en altitude en plus, on a encore un gain, certains composants, des vapeurs d'eau sont dessous, etc. Et la stabilité de l'atmosphère, c'est pas anodin, c'est tout ce qu'ils appellent la stabilité des images. Comment dire, quand vous regardez un paysage au-dessus d'un feu de bois, vous voyez le paysage qui vibre parce que l'indice de réfraction dépend de la température et puis des rayons lumineux, ils avancent un peu comme ça. Ça se passe toujours parce que l'atmosphère de la Terre n'est pas homogène. Et donc, on ne voit jamais une image ponctuelle d'une étoile, mais elle est toujours un peu élargie par ces irrégularités de température dans l'atmosphère. Le Chili, c'est ça, il y a beaucoup de nuits claires, des atmosphères plutôt stables. L'altitude a-t-elle un impact sur l'observation du ciel? On n'est pas en altitude. Hein. Les grands observatoires comme Paranal, la CIA sont 2400 mètres. Bon, le nouveau, le 39 mètres, il sera à peu près à 3000 mètres. Et, je dirais, la température moyenne, quand on travaille la nuit, je ne parle pas, il y a des fois des tempêtes, mais autrement, c'est 10 degrés. Est-ce qu'il y a des inconvénients à être installé dans le désert d'Atacama? Mais, par exemple, les télescopes de Paranal sont construits tout près de la faille d'Atacama. C'est là que vous avez la subduction de la plaque pacifique qui passe sous le continent sud-américain. C'est là que c'est le pire endroit sismique au monde, hein, un des pires endroits. Comme ça, des tremblements de terre monstrueux qui sont là. Chaque fois que ça lâche, c'est un tremblement de terre de force 8 ou 9. Hein. Et c'est là qu'ils mettent les télescopes, parce que le ciel, il est beau, hein, comme ça. Et vous allez vous promener sous les télescopes, vous avez des fers d'Inn, comme ça, qui sont faits pour que si ça bouge, ça fasse comme ça. Il y a des airbags pour tenir le miroir, etc., etc. Et puis le cap suivant, vous mettez des capteurs à 3 km de là pour anticiper l'arrivée de l'onde, pour dire attention, maintenant on fait ça ou ça à la structure pour la garantir. Enfin, c'est merveilleux ça. Avez-vous passé beaucoup de temps dans ces observatoires? J'ai commencé en 1980 là-bas et j'y allais en gros 2 fois par année. Alors des fois plus d'un mois, puis des fois 15 jours, quoi, en gros. Donc j'ai jamais tenu un cahier de tout ça. À la louche, je dirais 40 fois, ouais, comme ça. Puis des fois on n'avait qu'en famille. Là. Preniez-vous le temps d'observer le ciel en dehors de vos expériences? Oui, avec le fait qu'on logeait à La Serena, et donc La Serena, elle est au bord de la mer. Hein, donc j'allais dire très souvent jusqu'à midi, c'était le brouillard. Hein. Par contre, si vous montiez de quelques kilomètres à l'intérieur des terres, c'était le grand beau. Puis alors moi, quand j'étais en haut sur la montagne, oui, alors là, c'est beau. Ah ouais, moi, je connaissais un Américain, un vieux monsieur qui est assez célèbre, monsieur Bock. Et lui, il avait été directeur de Cerro-Tololo, donc un observatoire américain aussi là-bas. Et lui, il disait qu'à un certain moment de l'année, il faisait arrêter les observations et demandait à tous les astronomes de sortir des coupoles et de regarder le ciel, parce que c'était le moment où la Voie lactée était juste, enfin, elle était tout le tour de l'horizon, comme ça. Voilà, donc lui, il était un vieux monsieur astronome et tout, qui avait gardé tout à fait ce sens de l'admiration du ciel, hein, comme ça. Et il y a une chose qui est très amusante, c'est très très fréquent, si ce n'est pas tous les soirs, les astronomes sortent des coupoles au coucher du soleil. Parce qu'on commence la nuit déjà dans l'après-midi, souvent parce qu'on peut faire des réglages, des calibrations, des trucs comme ça, préparer son programme et tout. Et tout le monde sort pour voir se coucher le soleil le soir. Non, les astronomes, ils ne sont pas blasés du tout. Hein. Avez-vous déjà fait de l'astrophotographie? Jamais. Il y a des gens tellement plus doués que moi dans ça. Je ne veux pas dire que c'est un métier, mais enfin, en tout cas, il faut s'investir pour faire une belle photo. Quel est votre objet céleste préféré? Oui, je sais pas, je peux pas dire l'objet préféré, mais par contre, Saturne, c'est quelque chose d'incroyable. Cet objet, comme ça, alors on le voyait pas très très gros, mais quand même on le voyait bien étendu, et puis là, ces 2 oreilles, là comme ça, les anneaux hein, qu'on voit comme ça. Et imaginez
Galilée qui voit ça dans son télescope. Qu'est-ce que c'était? Il ne savait pas du tout ce que c'était, hein, parce qu'en fait, c'était les premières images, il avait la peine à voir que c'était un disque. Voilà, donc moi je trouve que Saturne, c'est quand même un objet incroyable. Mais il y en a d'autres, hein, un bel amas globulaire avec 1 million d'étoiles qui sont liées, c'est quand même aussi bien. Quel est votre souvenir le plus marquant de vos voyages au Chili? Quel a été un des plus grands moments que j'ai eu là-bas? Ouais, quand même, je dirais peut-être l'inauguration du télescope de 8 mètres à Paranal. Je sais qu'ils avaient organisé une conférence à Antofagasta. Puis après, dans le cadre de la conférence, on montait un soir pour assister à l'inauguration officielle du télescope de 8 mètres. C'était quand même incroyable, un télescope de 8 mètres. Bon, la coupole, il y avait, je crois, 300 invités, hein, donc je n'étais pas le seul là-bas, hein, comme ça. Et c'était tous dans la coupole. C'était une salle de spectacle, tellement c'est vaste. On était sous le télescope. Hein. Un pari incroyable que l'Europe avait fait de convaincre les gouvernements. On ne veut pas faire un télescope de 8 mètres qui serait le plus grand du monde, on va en faire 4 d'un coup. Comment fonctionne un télescope qui a plusieurs miroirs? Imaginez que les télescopes, vous pouvez prendre la lumière de chaque télescope, l'amener dessous, sous la montagne, avec des lignes retard, parce que comme la Terre tourne, le plan d'onde arrive d'abord sur un des télescopes, puis un moment après sur un autre, puis un moment après comme ça. Et donc, évidemment, c'est des distances de l'ordre de 10 mètres, mais ça varie en permanence parce que la Terre tourne. Et donc, vous faites suivre un petit chemin de détour à la Terre, avec qui va aller sur des miroirs, sur des petits trains, sur des barres d'acier rectifiées, qui va juste compenser la différence de trajet pour arriver que tous les plans d'onde arrivent au même moment sur tous les télescopes. Et ces petits trains qui avancent dans la montagne sont contrôlés par des lasers pour qu'ils avancent à la bonne vitesse. Parce que ce n'est pas une vitesse uniforme en plus. C'est quand même bien. Si on vous donnait la possibilité de répondre à une grande question d'astrophysique, que choisiriez-vous? Ouais, mais je suis un peu biaisé là dans l'histoire, c'est clair que. Ouais. Bah, j'aimerais bien voir le résultat de ces expériences qui démontrent qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers, quoi. Mais comment dire, je conçois tout à fait qu'on puisse donner une autre réponse. Et entre autres, qu'est-ce que c'est que cette une masse cachée maintenant? Quel conseil donneriez-vous aux jeunes générations? Moi, je dirais un jeune qui fait, c'est-à-dire que je trouve que c'est que la science, c'est génial. Enfin, c'est au sens large, c'est-à-dire aussi bien appliqué que théorique, c'est pas ça. C'est quand même assez génial, quoi, avoir la possibilité de se préoccuper des questions de ce genre-là, comme ça. Voilà, j'espère que cette interview vous a plu. En tout cas, nous, on a passé un super moment avec Michel Mayor et on le remercie chaleureusement pour le temps qu'il nous a consacré. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez connaître un peu plus de notre projet, alors suivez-nous sur les réseaux sociaux.